Le SEO, c'est un travail qui demande beaucoup de temps et qui demande beaucoup de patience. Peut-être qu'à ce moment, cela fait plusieurs mois, voire plusieurs années que vous travaillez sur votre site web et d'un seul coup, vous remarquez une baisse de trafic. Voire pire, peut-être que vous n'avez jamais reçu de trafic ou alors très peu, mais qui n'est pas du tout assez pour que vous puissiez développer le chiffre d'affaires de votre entreprise. Alors je vous rassure, moi quand j'ai commencé aussi le SEO il y a plus de 5 ans, forcément j'étais dans la même situation que vous. Il y a quelques fois je ne comprenais pas pourquoi j'avais des hausses de trafic et par contre je ne comprenais pas du tout, mais encore pire, pourquoi j'avais des baisses de trafic. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sur mon premier site que j'avais créé, jamais j'aurais pensé qu'il fallait faire un audit SEO. Et pourtant, c'est là vraiment la base pour une bonne stratégie SEO. Quand vous observez une baisse de trafic, quand vous voulez renouveler une nouvelle stratégie, il est impératif de faire un audit SEO. Alors pourquoi est-ce que c'est important de faire un audit SEO? Selon moi, il y a 3 raisons de faire un audit SEO. La première, c'est de recenser les différentes forces et faiblesses sur son site web. Grâce à un audit, vous pouvez facilement voir ce qui marche et ce qui ne marche pas après que vous ayez mis en place une stratégie ou du moins vous avez développé, vous avez commencé à rédiger des articles, à rédiger des fiches produits et après donc vous pouvez facilement voir si concrètement vos efforts ont porté leurs fruits ou pas. Mais deuxièmement aussi, ça a aussi un intérêt pour mesurer un petit peu mieux l'évolution positive ou du moins négative d'un site web. Après avoir fait un site, vous pouvez voir si votre site se dirige dans la bonne direction avec une courbe assez croissante dans le temps ou du moins si à l'inverse vous avez un site qui ne décolle jamais. Mais c'est également très intéressant si vous voulez voir si les stratégies que vous avez mises en place il y a peut-être quelques mois ont porté leurs fruits ou non. Et quand est-ce que vous devriez faire un audit SEO? En fait, il n'y a pas vraiment de date butoir. Le plus tôt possible est le mieux. Si par exemple vous avez envie de créer une nouvelle stratégie SEO pour lancer un nouveau produit, lancer un nouveau service ou redynamiser votre site, vous devriez commencer votre stratégie par faire un audit SEO. Et le petit conseil que je vous donne, c'est d'en faire au minimum 2 par an. Pas plus, pas moins, je trouve que 2 c'est largement assez. 1 ça ne serait pas assez, pourquoi? Parce que si on fait un seul audit, on va avoir tendance à recenser quelques erreurs qu'on va vouloir corriger normalement, sauf qu'avec le temps, on va finir par les oublier et passer à autre chose. Et donc c'est pour ça que je vous conseille de faire au minimum 2 audits par an. Et comme le SEO prend du temps, vous le savez très bien autant que moi, on parle pas de faire un audit tous les mois parce que ça sert à rien, parce qu'on n'aurait même pas le temps d'observer les différentes évolutions de nos positions dans les SERP. On va vraiment privilégier 2 audits par an pour pouvoir analyser précisément ce qui a bien marché, ce qui a moins marché sur une année précise. Vous avez 3 choix à faire pour réaliser un audit SEO. Le premier, c'est de le faire vous-même, forcément. Parce que de 1, vous connaissez votre site par cœur, vous avez forcément travaillé dessus, vous savez ce qui a été publié, vous savez ce qui n'a pas été fait et vous savez ce qui va être encore publié dans les mois à venir. Le seul inconvénient, c'est que si vous n'êtes pas un professionnel du SEO, ça va être assez compliqué de réaliser un audit SEO vous-même. Pour la simple et bonne raison que le SEO, c'est un domaine forcément complexe, assez large, il faut avoir assez de compétences techniques pour pouvoir retranscrire ce qui ne va pas sur votre site. La deuxième solution, c'est de faire appel à des outils SEO. Donc il y en a des tonnes bien sûr, vous connaissez forcément SEMrush, Ahrefs, ou même Ubersuggest qui propose toujours un petit onglet, une petite fonctionnalité pour faire des audits de sites. L'avantage de ces sites, c'est que pour une somme allant entre 30 € à plusieurs centaines d'euros par mois, vous avez un audit de site qui est plutôt rapide, qui est fait automatiquement. Et là encore, le même problème que tout à l'heure, si vous n'êtes pas un professionnel du SEO, ça va être très compliqué de comprendre certaines métriques, certains éléments qui peuvent parfois vous échapper. Il ne faut pas forcément corriger des éléments bêtement, mais il faut aussi le faire par intelligence et surtout avec du recul. Et donc on a forcément besoin d'un humain. Et le deuxième désavantage des outils SEO pour moi, ils vont souvent se concentrer sur le SEO homepage. Par exemple, ils vont vous dire quand vous avez des balises title qui sont dupliquées, ou alors quand elles sont manquantes, ou alors quand elles sont supérieures à 60 caractères. Le problème c'est qu'on va pas dans le détail. On a besoin forcément de l'aspect humain pour pouvoir analyser précisément les choses positives du site, mais également de recentrer aussi et de sortir les données qui sont pas bonnes. La troisième solution, c'est donc de faire appel à un consultant SEO, donc de déléguer cet audit. L'avantage, c'est que là, vous confiez le travail à un professionnel qui connaît son métier par cœur et qui va faire en sorte de vous retranscrire et de vous donner des recommandations précises sur votre site. Moi, par exemple, tout ce que je fais, c'est qu'au lieu de simplement répondre à une checklist sur Google Sheet et de donner ça au client, ce que je vais faire, c'est que je vais détailler chaque point qui ne vont pas sur le site et à la fin, je vais donner des recommandations précises pour corriger eux-mêmes ou avec leurs équipes en interne les recommandations ou du moins les erreurs que je propose de corriger. Et si aujourd'hui vous souhaitez comprendre pourquoi votre site ne fonctionne pas aussi bien que vous l'espériez
Et surtout, si vous avez envie de réaliser un audit avant de réaliser une nouvelle stratégie, vous retrouverez un lien dans la description où vous pourrez me contacter personnellement ou je pourrai intervenir sur votre site. Alors maintenant, voyons ensemble les différentes manières pour faire un audit SEO. On a d'abord la première qui s'intéresse à l'audit technique. Donc ça, très simplement, c'est s'assurer que les moteurs de recherche puissent comprendre et accéder à notre site pour pouvoir indexer nos pages, nos contenus, nos produits, nos services. Ensuite, nous avons l'audit de popularité. Donc là, c'est tout simplement le netlinking, donc les backlinks que la majorité des personnes, je pense, connaissent. On a aussi forcément les réseaux sociaux qui rentrent en jeu, qui vont pouvoir apporter du trafic, et évidemment donc le SEO local qu'on va pouvoir venir ici auditer. Et la dernière partie donc sera concentrée sur l'audit rédactionnel et également UX ou User Experience. Donc là on va vraiment analyser le comportement des utilisateurs, analyser le SEO on-page et également la qualité des contenus. D'ailleurs j'en profite aussi pour me présenter rapidement. Moi je suis Victor et je suis consultant SEO à temps plein et j'interviens notamment sur des sites très diversifiés, que ce soit des e-commerce, que ce soit des sites sur l'industrie, et j'aide tout simplement les PME et les sites à mieux ressortir sur les moteurs de recherche pour acquérir plus de visibilité et donc développer leur chiffre d'affaires. Alors maintenant qu'on a détaillé voilà, les 3 grandes étapes pour réaliser un audit SEO, on va avant toute chose s'intéresser aux différents outils qui nous sont offerts donc par Google pour pouvoir déjà appréhender et mieux comprendre donc l'état d'un site actuel. On va donc se donner rendez-vous donc directement dans Google Search Console. Si vous n'avez pas installé Google Search Console sur votre site, je vous conseille fortement de le faire. Vous avez énormément de données et de compréhension en fait directe sur l'état de votre site. C'est très utile pour quand on fait du SEO. C'est vraiment un outil indispensable et surtout c'est entièrement gratuit. L'objectif c'est vraiment de vérifier si votre site est affecté par une pénalité de l'algorithme. Et l'avantage ici c'est que si vous avez eu des actions manuelles prises sur votre site, vous allez pouvoir comprendre quand est-ce qu'elle a été mise en place et surtout pourquoi. Alors ici on va pas forcément s'occuper de tout détailler pourquoi Google Search Console est vraiment intéressant pour votre site. Ce sera le sujet sûrement d'une prochaine vidéo. Dans un second temps, pour notre audit SEO, je vous conseille fortement d'analyser tout d'abord vos données analytics. Les données analytics, c'est pareil, c'est quelque chose qui va être très utile en fait pour comprendre, avant de tomber dans la technique d'un audit, de comprendre le comportement des éventuels utilisateurs qui parcourent votre site. De sens à autre, c'est important de s'y plonger et en même temps ça peut créer des corrélations entre les données que vous allez pouvoir trouver et les erreurs que vous allez pouvoir recenser lors de l'audit, mais ça va également vous aider à faire du lien entre les données récoltées par les utilisateurs qui sont sur votre site avec du coup les erreurs que vous allez peut-être trouver durant l'audit. Vous pouvez cliquer sur vue d'ensemble du comportement et sélectionner par exemple une vue différente. Par exemple, c'est toujours intéressant de regarder sur une année complète pour voir ce qu'il en sort. Je vous conseille d'ajouter directement, de cliquer ici, de mettre un filtre et de mettre le trafic généré par les résultats naturels. Là vous êtes sûr en fait de voir comment se comportent les gens sur votre site, donc les utilisateurs, de manière organique. C'est très intéressant, mais vous pouvez toujours englober tous les utilisateurs. Par exemple, si vous avez des réseaux sociaux, si vous faites de la pub beaucoup, de faire étape par étape, de source de trafic par source de trafic. Aujourd'hui on va vraiment s'intéresser donc par les résultats naturels. Donc hop, on va supprimer cette vue là et juste pour vous montrer, vous allez avoir des données qui vont ressortir, donc les pages vues sur un an, les vues uniques, le temps moyen passé sur la page, le taux de rebond, les sorties en pourcentage. Ici moi je vais vous conseiller vraiment de regarder 3 éléments. C'est vraiment le temps moyen passé sur la page. Également c'est une métrique très intéressante. Si les gens restent moins de 5 secondes sur votre site, bien sûr il va falloir aller creuser, mais à l'inverse également ça serait très intéressant de voir pourquoi par exemple sur une page panier, pourquoi les personnes restent 15 minutes sur la page panier. Là également c'est aussi de votre rôle aussi de creuser de votre côté pour pouvoir comprendre et d'essayer de comprendre pourquoi les utilisateurs réagissent de telle manière. Le taux de rebond également c'est une métrique qui est très intéressante. C'est tout simplement le pourcentage de personnes qui quittent votre site web après avoir visité une seule page web. Si vous êtes au-dessus de 60%, ça va être un petit peu problématique.
Si vous êtes autour de 40-60%, c'est un taux de rebond qui est tout à fait acceptable, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais essayez juste de comprendre une chose, le taux de rebond, c'est vraiment voilà, c'est une moyenne en fait sur tout votre site. Forcément, sur des articles de blog, vous allez avoir souvent un taux de rebond assez faible, tandis que sur des pages produits, une personne qui va acheter quelque chose de spécifique, il va tomber sur votre page produit, il va souvent partir vers les concurrents en revenant en arrière et donc en sélectionnant d'autres résultats organiques. Donc forcément, si vous avez un taux de rebond qui est aux alentours des 90%, là il va falloir vous poser des questions sur votre site et quelles sont les raisons d'un taux de rebond aussi élevé. A noter également un petit point de précision, on n'est pas trop dans le sujet mais c'est toujours un petit peu intéressant de vous partager quelques tips. Un taux de rebond qui est égal à 0%, ça n'est pas possible. C'est impossible, ça n'existe pas, tout simplement. Ça, c'est forcément dû à, on va dire, un double code de suivi qui est sur votre site. Donc généralement, on a des gens, par exemple, qui collent en fait un code de Google Analytics sur leur site et qui mettent en plus le code de suivi de Google Tag Manager. Comme c'est la même chose, vous avez deux codes et deux codes de suivi et forcément, ça crée des confusions et donc on va dire le petit robot de Google en fait ne peut pas récupérer correctement les données par rapport au taux de rebond vu qu'il est collecté deux fois. Vous pouvez aller dans contenu du site, cliquer sur toutes les pages, toujours en gardant la vue trafic généré par les résultats naturels et là bon, évidemment il n'y en a pas mais ce que je vous conseille c'est là vous allez avoir toutes vos URL et vous avez le temps moyen passé sur la page, les entrées, le taux de rebond spécifique par rapport à toutes les pages et là vous pouvez comprendre rapidement quelles sont les pages qui posent problème. Ces données-là, il va falloir donc, les garder dans un document à côté et on va pouvoir les traiter en corrélation avec les données qu'on va pouvoir récolter à travers l'audit donc technique, de popularité et rédactionnel. Alors concernant donc l'audit technique, donc c'est la première partie, forcément c'est celle qui est très importante parce que c'est tout bonnement la bonne compréhension et la bonne accessibilité des moteurs de recherche sur votre site. Donc si malheureusement vous ne donnez pas la bonne information, vous ne donnez pas la bonne accessibilité au moteur pour naviguer sur votre site, vous allez avoir beaucoup de mal pour ranker naturellement sur les moteurs. Donc on va prendre en fait un site que j'ai sélectionné au hasard qui s'appelle concept-scandinave.com, c'est pas le mien, mais c'est toujours un site qui est intéressant en fait à analyser pour on va dire un cas d'école en fait si je peux dire. Tout simplement on va utiliser ce site en fait pour faire nos différentes manipulations et à la fin avoir un audit un petit peu plus détaillé et au moins ça vous donne au moins un vrai exemple sur comment est-ce qu'on pourrait faire un audit, même si là ça reste assez simpliste. Avant de parler d'un audit technique et donc des différentes catégories qui englobent cette partie, il va falloir comprendre déjà comment fonctionne un moteur de recherche. Un moteur de recherche ça fonctionne on va dire en trois étapes. Vous avez la première étape qui est le crawl, le deuxième c'est le fetch et le troisième c'est le query processor. Le crawl en fait va s'occuper de suivre les liens des sites à un autre et de faire une collecte des différentes URL que le petit robot a détectées. Ensuite vous avez donc le fetch, donc ce dernier en fait récupère concrètement la liste des URL qui seraient intéressantes à analyser. On va parler plutôt de Google. Vous avez le Googlebot qui va récupérer toutes ces URL et qui va les analyser lors de son prochain crawl. Alors évidemment, vous avez seulement les contenus les plus intéressants qui seront gardés. Et enfin, vous avez donc le query processor qui va s'occuper en fait de retranscrire les différentes URL que le robot a trouvé en sélectionnant selon un nombre de critères de pertinence que je pense que vous connaissez la plupart et qui va le mettre en corrélation avec l'intention de recherche donc de l'utilisateur. Et donc forcément c'est ici que pour nous c'est intéressant parce que c'est à ce moment là que nos contenus et nos pages produits et compagnie ressortent dans les résultats de recherche. Pour le SEO technique, tout simplement on va s'occuper de faire plusieurs choses. Bien sûr là sur ce premier site on aura des choses qu'on ne pourra pas forcément voir mais c'est tout à fait normal parce que j'ai pas non plus toutes les données et heureusement d'ailleurs. La première chose, est-ce que ce site, est-ce qu'il est connecté à Google Search Console? C'est quand même la base, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais ça donne énormément de métriques et c'est indispensable quand on veut suivre un petit peu l'évolution de son site, de l'indexation et également des différents problèmes que peut rencontrer les robots de Google à travers notre site. Donc c'est vraiment très intéressant et vraiment si vous ne l'avez pas, je vous conseille fortement de le mettre en place. Est-ce que notre site test a un robot TXT? Alors là tout simplement le robot TXT, c'est très simple, c'est un petit fichier accessible en fait par les robots pour connaître les pages à crawler ou non, tout simplement. Ça donne un petit peu des directives.
Donc là on voit par exemple que ce site, donc concept-scandinave.com, a bien un robot TXT, donc c'est très bien. Là c'est généré automatiquement, je reconnais parce que c'est Shopify. Là vous avez toute en fait une liste en fait d'URL à ne pas suivre en fonction de l'optimisation. Des fois en fait on se rend compte qu'il y a certains sites qui n'ont jamais reçu de trafic. Pourquoi parce que tout simplement leur robot TXT en fait est en disallo. Et ça signifie en fait que leur site en fait a juste cette partie là. Voilà, avec le petit slash, ce qui signifie en fait que le site en fait interdit l'indexation et l'accessibilité des moteurs de recherche sur le site. Est-ce que après ça, est-ce que le site est mobile friendly? Mobile friendly, donc c'est sans rappeler que aujourd'hui vous avez en moyenne 80% des utilisateurs qui naviguent sur les sites internet avec un téléphone portable, et c'est tout à fait de plus en plus croissant. Donc si votre site n'est pas optimisé pour les mobiles, là vous avez un vrai problème, et on vous conseille, je vous conseille fortement de faire attention à ce détail. Le test de Google directement, qui est très pratique et qui vous dit directement en fait comment le moteur de recherche en fait perçoit votre site instantanément et comment votre site est affiché sur une version mobile. Et là donc on voit que la page est adaptée au mobile, donc c'est une très bonne chose. Vous pouvez prendre une page quelconque, réduire la fenêtre de Google Chrome, et là vous avez la version mobile qui s'affiche. Vous voyez ici par rapport au menu. Donc là voilà, vous pouvez voir par exemple que le bouton en fait peut être un petit peu plus compliqué à attraper pour les utilisateurs. Petite optimisation de ce côté-là à faire. Voilà, restez attentif à tout ça. Durant voilà, un audit SEO technique, vous allez devoir faire attention à énormément de paramètres, donc notamment est-ce que les URL sont bien optimisées. Donc par exemple, quand je tape sur lampe de chevet et à poser, voilà, lampe chevet scandinave, voilà, et là si on va sur une page produit, collection lampe chevet scandinave, produit, lampe à poser scandinave, bois. Bon, c'est assez propre, c'est assez logique, donc de ce point de vue là, généralement on n'a pas de souci. Bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres outils pour récupérer toutes les URL, elles beaucoup plus vite, et regardez ça. Mais généralement, quand une URL est assez mal optimisée, vous allez voir que le reste suit. À présent, on va vérifier si le site a un fil d'Ariane. Un fil d'Ariane, c'est très simple, c'est tout simplement un élément de navigation qui est très utile pour les internautes, pour pouvoir naviguer facilement et savoir précisément où est-ce qu'il se trouve, mais également c'est très important pour les moteurs de recherche. Premièrement, le fil d'Ariane, ça améliore de manière générale l'expérience utilisateur pour pouvoir naviguer plus facilement, mais également ça crée du maillage interne entre les différentes pages qui se ressemblent au niveau de la sémantique. Donc là on peut voir par exemple que voilà, on a bien un fil d'Ariane qui voilà, accueille lampe scandinave, et si on tape par exemple sur un produit, tac, là on n'a plus le fil d'Ariane. Peut-être que c'est fait exprès, peut-être pas, à vérifier. Si ça ajoute quelque chose de plus intéressant, moi je l'aurais mis personnellement pour pouvoir naviguer, on va dire, pour facilement entre les produits. Est-ce que le site utilise des données structurées? Ça c'est très très simple. Imaginons qu'on cherche ce produit sur Google. Actuellement le site n'utilise pas de données structurées. Les données structurées en fait c'est très simple. C'est voilà, juste ici, mano mano, vous voyez que il bénéficie en fait d'une note de 3,9 étoiles sur 5. Les données structurées c'est vraiment idéal, surtout quand on est un e-commerce, parce qu'en fait ça permet d'améliorer, on va dire, le CTR. Le CTR c'est le click-through rate, et tout simplement c'est le nombre de personnes qui vont cliquer sur votre résultat de recherche par rapport aux autres. Donc c'est très intéressant. Notre site par exemple était en première position, mais surtout on voit derrière que si on descend un petit peu, mano mano n'est pas très loin et bénéficie d'un élément en plus, notamment d'une notation. Et mine de rien, par rapport à l'utilisateur et donc par rapport à un e-commerce, ça peut être très intéressant pour améliorer voilà, donc le CTR, et justement ça attire beaucoup plus l'œil. Les données structurées sont des petites balises pour donner plus d'informations sur la page en question. Là on voit par exemple que mano mano a bien fait le travail, on voit que le produit est en stock, que l'applique Scandinave à prix mini varie entre 10,98 € et jusqu'à 145 €, avec 1100 de votes pour une note moyenne de 3,9. Tout ça c'est des infos en fait qui permettent d'avoir des résultats enrichis, et c'est très important notamment pour l'utilisateur mais également pour le SEO. Et vous avez plus de chances d'apparaître donc avec des rich snippets, donc des résultats enrichis, pour pouvoir en final voilà, améliorer comme j'ai dit précisément le CTR. Alors les données structurées, c'est pas juste sur les produits, hein, bien sûr, hein, vous pouvez l'appliquer sur énormément de choses. Vous pouvez le mettre sur votre page d'accueil, sur vos articles de blog, sur vos produits. Si vous avez par exemple une FAQ, ça peut être très intéressant également de mettre en place voilà, des données structurées pour expliquer un petit peu plus simplement
comment votre site fonctionne, et ça va être quelque chose qui va être de plus en plus important pour avoir des résultats beaucoup plus précis pour l'internaute avec beaucoup plus d'informations en amont. Et surtout voilà, moi je retiens surtout une chose, c'est que par rapport aux autres, voilà, on a vraiment deux sites qui mettent en place des résultats enrichis avec des notations, donc mine de rien, ça donne beaucoup plus envie de cliquer sur un résultat de recherche où la notation est meilleure, alors que sur d'autres liens, sur d'autres résultats de recherche, on n'a pas forcément plus d'infos à part une métadescription classique. Pour continuer, ça peut être très intéressant de regarder au niveau de la technique si le site propose des URL canoniques. Je vous explique, des URL canoniques, c'est très simple, c'est quand vous avez par exemple un produit classique, vous voyez que le lien, donc voilà, c'est bien applique mural Stockholm en bois, mais par contre on a différentes couleurs disponibles. Donc on a le jaune, le bleu, le gris, le vert, le blanc, le rose. Le problème c'est que si par exemple je veux moi une applique mural Stockholm en gris, vous voyez juste ici que le lien a directement changé. C'est normal parce qu'on a ce qu'on appelle des variantes. Le problème c'est que si on met pas en place une URL canonique avec la bonne URL de base, vous allez engendrer des duplications de contenu. Et là on voit bien, URL de la page courante, donc là on la retrouve bien avec l'URL avec notre variante, donc avec le gris, et ça renvoie bien vers l'URL canonique, donc notre URL de base, notre fiche produit. À présent, est-ce que notre page 404 est bien optimisée? Le site a bien optimisé sa page introuvable, nous sommes désolés de la page que vous avez demandé n'existe pas, très bien. Il propose de mettre un petit bouton pour pouvoir rechercher quelque chose, c'est très intéressant. Et surtout ce qu'il faut voir, c'est si la page est bien en code 404. Je vous explique. Imaginons que votre page 404, donc voilà un résultat d'erreur 404, renvoie un code de statut 200. Le problème c'est que votre page donc 404 peut se retrouver indexée si il y a donc un code 200. Donc là on voit bien que la page est en 404. De ce point de vue là, il n'y a pas de souci. Et également je préfère faire une précision par rapport à ça, mais Google ne sanctionne pas ou ne punit pas les sites qui ont des 404. C'est surtout embêtant pour l'internaute. Donc si vous vous proposez un lien qui est indexé mais ça renvoie directement vers un lien brisé ou du coup une page en 404, forcément l'internaute ne risque pas forcément de revenir vers votre site. C'est surtout ça. Il n'a jamais été question que Google punisse les sites sur les erreurs 404. Est-ce que le site propose un sitemap XML? Donc ça très simplement, on peut aller voir donc dans le robot.txt. Là on voit bien que, comme tout à l'heure, je l'ai bien dit, le sitemap est bien renseigné. C'est vraiment en fait une liste d'URL que vous allez proposer au moteur de recherche, notamment la Google, pour spécifier les pages à indexer. Bien sûr, surtout le sitemap XML doit se déclarer donc dans la Search Console que je vous ai présenté au début de cette vidéo. Est-ce que votre site web est sécurisé? Très simplement, on peut le voir très rapidement grâce avec ce petit cadenas. La connexion est sécurisée, il n'y a pas de souci. Est-ce que le site web est rapide? Alors ça c'est aussi important, je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez un outil très simple à utiliser, c'est PageSpeed Insight, c'est proposé par Google et c'est gratuit. Votre site doit être absolument rapide. Aujourd'hui, les internautes qui naviguent sur internet, donc notamment sur mobile ou même sur desktop, ont besoin d'avoir des résultats le plus rapidement possible. Imaginez que aujourd'hui pour Google notamment, si votre site met 3 plombes à charger, pour lui c'est une perte de temps et donc une perte d'argent, parce que lui ce qu'il veut c'est proposer la meilleure réponse au meilleur moment et le plus rapidement possible. Le mobile est toujours à préférer par rapport au desktop, parce qu'aujourd'hui voilà je vous le dis mais 80% des résultats se font par mobile, donc essayez de privilégier ça. Aujourd'hui là voilà, sur ce site on a une note globale de 67 sur 100, ce qui est vraiment pas mal. On a plusieurs points à comprendre, c'est le First Contentful Paint, le Largest Contentful Paint et le Cumulative Layout Shift. Le FCP, le LCP et le CLS, c'est tout simplement par rapport aux Core Web Vitals qui ont été annoncés donc en mai 2021. Alors tout simplement le LCP c'est vraiment la mesure du temps de chargement de vos contenus. Le CLS c'est tout simplement un outil de mesure qui va calculer la stabilité de votre page pendant le chargement. Voilà, vous voyez bien que la personne en fait veut confirmer sa commande. Il y a une petite pop-up qui est arrivée et malheureusement il a cliqué sur Yes Place My Order alors qu'il voulait retourner en arrière. C'est un exemple tout bête, mais ça illustre vraiment bien le problème aujourd'hui de quelques sites qui mettent en place des scripts qui se chargent au bout de quelques secondes, même un petit peu trop tard par rapport au reste de la page, et malheureusement l'internaute en fait peut cliquer sur des éléments qu'il n'a pas forcément envie, ou alors ça peut complètement fausser son expérience utilisateur. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir de plus en plus en tête pour pouvoir avoir un site optimisé. Et donc le dernier, donc le EFID, donc ça c'est tout simplement le First Input Delay, et c'est tout simplement une mesure pour calculer la réactivité de votre page web.
Est-ce que en gros votre page se charge en moins de 3 secondes lorsque l'utilisateur arrive sur votre site? Alors bien sûr ici on va pas s'occuper de comprendre comment on peut optimiser la vitesse d'un site, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, mais tout simplement vous devez comprendre que on a généralement voilà, on doit optimiser donc la taille des images, on doit proposer des contenus, enfin on va dire d'un code HTML propre et bien organisé, éliminer donc voilà les ressources JavaScript, CSS qui ne sont pas utilisées ou qui ne servent à rien. Tout ça, ça permet en fait vraiment d'optimiser la rapidité. Enfin, on va regarder la structure du site. Donc ça, c'est le dernier élément, on va dire, aujourd'hui pour regarder, en fait, on va analyser l'aspect technique d'un site. Est-ce que l'internaute peut facilement s'y retrouver? Et ça, c'est très bête à voir, mais par exemple, voilà, lampe et luminaire. Quelqu'un qui arrive sur concept scandinave, vous avez des lampes luminaires, vous avez lampe de chevet à poser, applique murale, suspension, lustre. Voilà, en fait là tout simplement, par exemple si on regarde concept scandinave, on peut déduire qu'il a quand même une très bonne architecture. Pourquoi? Parce qu'on a la possibilité d'avoir des site links. Donc c'est tout simplement, on va dire, des liens de notre site qui apparaissent directement dans les résultats de recherche quand vous tapez donc le nom domaine principal. Donc là voilà, concept scandinave, décoration et lampe scandinave, applique murale scandinave, lampe de chevet scandinave, applique murale noire, applique en bois, scandinave, etc., etc. Avant de nous plonger dans la prochaine partie, n'hésitez pas à laisser un like si vous appréciez le contenu et surtout, si vous avez quelques questions, que ce soit sur l'audit SEO ou sur le SEO en général, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, je ferai mon maximum pour vous répondre et pour vous aider. À présent qu'on a terminé donc l'aspect technique, on va pouvoir passer à l'audit de popularité. L'audit de popularité, ça concerne, on va dire, tous les liens externes qui pointent vers notre site. Donc dedans on compte forcément donc les backlinks, les réseaux sociaux, mais également le SEO local. Alors aujourd'hui il y en a qui disent que les liens externes n'ont plus forcément un grand impact sur le référencement. On ne sait pas forcément, mais ce qui est important de comprendre, c'est que 3 domaines vraiment qui priment, c'est vraiment l'aspect technique, c'est vraiment l'aspect de popularité et forcément le contenu. Certains vont dire que voilà, le contenu est roi, bien sûr forcément, mais il faut prendre aussi en compte les 2 autres aspects pour pouvoir vraiment avoir un SEO au top. Alors les backlinks tout simplement c'est les liens qui sont placés sur d'autres sites qui vont pointer vers notre site. Et grâce à ça, en fait, le PageRank peut se distribuer de site par site. Et l'avantage, c'est que ça a un impact très très fort au niveau du SEO. Vous me proposez 1 million de liens à faible qualité, je préfère avoir un lien de qualité avec un domain authority à 90 plutôt que 1 million de liens qui sont d'un site complètement nul. Est-ce que le site est de qualité ou pas? Donc la note va de 0 jusqu'à 100. En sachant que à partir de 60, vous êtes considéré en général comme un site d'une très grande autorité. Bien sûr, si on tape Auchan dans la barre de recherche, on aura forcément un domaine authority qui est très élevé. Donc là, on voit que c'est à peu près donc, voilà, 82 sur 100, ce qui est complètement énorme. Alors moi, je vous conseille par exemple de favoriser les liens qui ont un domaine authority supérieur à 40. Alors bien sûr, ce que vous pouvez faire, c'est analyser tous les liens qui pointent vers votre site. Donc, vous avez énormément d'outils à votre portée. Vous avez SEMrush, Ahrefs, Moz. Vous avez également Ubersuggest qui est pour le coup le moins cher et celui que j'utilise parce que j'ai pas forcément besoin de beaucoup d'outils payants en réalité pour faire du SEO. D'ailleurs, je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo pour vous présenter les meilleurs outils, ça peut être intéressant, sans forcément débourser des centaines d'euros par mois bien sûr. Mais concrètement, vous utilisez juste Ubersuggest, c'est très rapide, c'est très simple et ça vous donne rapidement, à moindre coût, on va dire, le nombre de backlinks que le site dispose. Voilà, on a 353 backlinks. On voit par exemple que le site a quelques hausses rapides. Donc là, bon, on se doute bien que ça doit être des liens achetés, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, attention, hein, vous pouvez acheter des liens qui sont de qualité, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Par contre, cependant, on voit que bon, la majorité ont un domaine authority compris entre 1 et 30, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses. Par contre, on a aussi des domaines authority, vous voyez par exemple Lyon, le village des créateurs ouvre sa première boutique. Là par exemple, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant, on a un domaine authority de 69, ça c'est des liens par exemple qu'il faut garder. Et vous devez aussi faire attention à l'ancrage. L'ancrage, on doit toujours avoir un bon ratio entre des encres qui sont, on va dire, neutres et qui présentent également le nom de domaine ou le mot-clé visé. En l'occurrence, si vous avez des backlinks à chaque fois avec toujours votre nom de domaine comme ça, Google va prendre ça comme de l'abus forcément, donc vous devez faire attention et varier, on va dire, les encres de lien. Donc on va dire entre 20% d'encres qui sont optimisées et le reste moins optimisé. Par exemple, voilà, une autre, voilà, site web, hop, avec un lien, c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable.
Alors, les questions que vous devez vous poser par rapport à l'audit de popularité, alors elles sont très rapides. C'est assez rapide en fait de voir en fait si le site en fait a des bons liens ou pas, mais vous devez voir combien de liens pointent vers votre site. Vous devez également déterminer ceux qui sont intéressants et ceux que vous devez enlever à tout prix. Est-ce que vous avez plus de liens qui pointent vers votre page d'accueil ou faire plus vos pages internes? C'est pas forcément un souci, sachant que si vous pointez tout vers votre page d'accueil, le jus du PageRank va pouvoir se distribuer autour de tout votre site et donc favoriser le PageRank avec vos pages internes, donc c'est pas forcément quelque chose de problématique, mais vous pouvez aussi faire du lien directement vers vos articles de blog ou directement vers vos pages produits. Alors bien sûr, encore une fois, voilà, faites attention aussi aux encres, avoir des encres bien variées quand vous travaillez vos backlinks. Essayez voilà, de toujours voir ça et vous allez avoir un bon aperçu au niveau de la popularité générale de votre site. On a parlé des backlinks, mais vous avez également donc le SEO local, on pourra en parler dans une prochaine vidéo. Mais par exemple, est-ce que vous avez des liens, si vous faites du SEO local, est-ce que vous avez des liens posés sur des sites de votre région, de votre ville, qui pointent vers vous pour présenter votre entreprise, pour pouvoir présenter votre activité, notamment des annuaires qui sont locaux. Ça peut être très intéressant aussi au niveau des backlinks. Vous avez aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est aussi une marque d'autorité, même si les liens sont en majorité en nofollow, c'est pas très grave parce que si vous avez par exemple un lien sur Instagram qui pointe vers votre site, ça vous apporte toujours du trafic en plus et c'est toujours intéressant globalement pour votre site. À présent qu'on a terminé l'audit de popularité, on va passer maintenant à l'audit rédactionnel et aussi sur l'expérience utilisateur. Alors là, bien sûr, on va s'occuper également du SEO on-page, ça rentre en compte, mais on va surtout regarder par rapport aux contenus qui sont disponibles sur le site. Est-ce que c'est toujours intéressant? Est-ce qu'on a des articles qui sont de bonne qualité? Est-ce qu'on a des contenus qui sont bien optimisés pour l'internaute et pas forcément juste pour les moteurs de recherche? Alors, je pense que tout le monde le sait, c'est une certitude, mais aujourd'hui, voilà, on n'est plus sur une question de bourrage de mots-clés, ça c'était il y a bientôt plus de 15 ans. Maintenant, aujourd'hui, on est vraiment sur de la qualité, on le dit beaucoup, mais voilà, la qualité primera toujours sur la quantité. Et aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que pour avoir vraiment un bon SEO, il faut vraiment travailler la qualité. Au niveau du SEO on-page, on va vérifier tout simplement voilà, les différentes balises, la balise title, la balise métadescription. Également aussi, on va regarder les balises heading. On va analyser le contenu du site rapidement pour voir si on a des contenus de qualité, s'il n'y a pas des problèmes ou quoi que ce soit, s'il n'y a pas de faute d'orthographe, si ça intéresse vraiment des gens. On va également regarder le maillage interne parce que mine de rien c'est un point très important aujourd'hui dans le SEO. On va voir si les images sont bien optimisées sur le site et enfin on va vérifier s'il n'y a pas de lien brisé entre les différentes pages de notre site pour éviter d'avoir des erreurs 404 et d'orienter l'utilisateur malheureusement vers une page qui n'existe plus. Bien sûr, on va pas s'occuper de faire ça à la main parce que ça prendrait des plombes. Donc vous avez plusieurs options. Vous pouvez utiliser donc voilà un outil comme Ubersuggest, SEMrush qui va lui faire un audit de site et qui va voilà, s'occuper on va dire des problèmes SEO. Alors évidemment, je vous ai dit au début de vidéo, mais vous allez être assez limité. Ce qu'ils appellent audit de site, ça résume voilà en quelques points. C'est pas non plus idéal. Ça vous permet d'avoir une petite vision globale, mais pour moi, je pense que c'est pas assez suffisant. Il faut vraiment aller en profondeur si vous voulez vraiment avoir voilà, un site de qualité et vraiment sans erreur de SEO. Par exemple, on a deux pages avec des balises title qui sont dupliquées. Vous pouvez directement voir les détails et voir quelles sont ces pages en question. Vous pouvez aller aussi beaucoup plus vite avec un crawler comme Screaming Frog. Je ferai peut-être une présentation un jour, on existe des milliers sur YouTube, mais c'est toujours intéressant, c'est toujours un outil que j'utilise aussi au quotidien, c'est très intéressant. Là vous avez vraiment, on va dire, vous avez beaucoup de critères de pertinence qui rentrent en compte, par exemple les H1. Et là, rapidement, en fait, vous avez toute la donnée qui ressort. Et voilà, après, si vous faites un export, vous pouvez voir facilement par exemple, les pages qui sont problématiques. Là, par exemple, sur les H1, on voit qu'il y a deux pages qui n'ont pas de H1. Récupérez un maximum de données comme ça que vous pourrez traiter. Okay, donc, on retrouve bien les pages qu'on a vues juste avant dans Ubersuggest. Les balises title qui sont au-delà de 60 caractères. Tout ça, c'est très intéressant si vous voulez vraiment analyser le SEO on-page en profondeur et récupérer un maximum d'URL que vous pourrez traiter, que vous pourrez après déléguer à vos équipes. Donc c'est très intéressant, je vous conseille vraiment d'utiliser ces outils. C'est pas besoin d'acheter des centaines d'euros d'outils, c'est pas la peine. Screaming Frog, c'est gratuit, jusqu'à 500 URL bien sûr. Au-delà, va falloir payer une licence à l'année. Mais en l'occurrence, même avec Ubersuggest, vous avez une petite licence à 29 € par mois
ce qui est vraiment ridicule par rapport à tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut faire avec. Donc c'est vraiment intéressant. On a vu 2-3 points qui sont très intéressants. Allez dans la description pour aller voir l'article, pour avoir un audit, on va dire, sur le SEO on-page plus approfondi. Et maintenant au niveau donc voilà la partie UX, ce qui est intéressant c'est de comprendre si l'utilisateur en fait va pouvoir trouver ce qu'il cherche en moins de 3 secondes. Est-ce que le menu principal est bien détaillé et bien organisé? Selon moi sur ce site, donc sur notre site Concept Scandinave, c'est le cas. Est-ce que les contenus sont intéressants et accrocheurs? Également, vous devez voir en fait au-delà de l'aspect SEO, c'est surtout d'apporter de la valeur ajoutée à vos internautes. Donc forcément, là malheureusement on n'a pas beaucoup d'articles de blog. Vous voyez par exemple quand on arrive dessus, moi je trouve sincèrement que la police est trop petite. Il faudrait faire un test sur mobile, est-ce que peut-être que c'est un choix. Moi je trouve déjà voilà, qu'il n'y a pas assez de couleurs. Mine de rien on est quand même sur un thème scandinave, donc il y a quand même des couleurs à mettre en place, il y a quand même des éléments à mettre en avant. Là je retrouve pas forcément le thème scandinave qui est vraiment mis en avant. Je pense que au-delà, je pense que l'article est bien en soi, hein, mais moi ce que je conseillerais c'est d'ajouter par exemple des bullet points qui permettent d'attirer plus l'œil et de retenir l'attention, d'apporter de l'information en bref. On n'a pas forcément d'accroche aussi au début. Je trouve ça dommage, ça donne pas envie forcément de lire. On a tout de même un petit maillage interne qui est mis en place sur les articles de blog, donc ça c'est pas mal. Imaginons que j'ai envie d'acheter une lampe à chevet, est-ce que je vais avoir un petit guide sur les lampes à chevet? Malheureusement dans le texte, donc dans la description de la collection, on n'a pas de guide. Ça pourrait être intéressant par exemple de proposer un guide de comment choisir sa lampe à chevet en fonction de sa décoration, en fonction de ses goûts. Moi c'est quelque chose que j'aurais mis en place directement dans la page de collection pour apporter plus de valeur à l'internaute, et surtout ça crée vraiment, ça fait un maillage interne plutôt efficace. Et mine de rien, si vous apportez de la valeur à l'internaute et qu'il est satisfait, c'est quelqu'un qui va revenir de toute façon dans le temps, dans le futur. Donc n'hésitez pas, c'est pas parce que voilà, on est sur une page produit ou même sur une page de collection, c'est pas parce qu'on apporte, voilà, on dirige l'internaute vers une autre page, un article de blog qui va pas forcément acheter. Je pense qu'on a fait le tour. C'était une vidéo assez plutôt longue, mais encore, dites-vous qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin dans un audit. Un audit, voilà, c'est vraiment complet. Ce qu'il faut retenir, c'est que là on a parcouru vraiment les grandes lignes. Il faudrait aller beaucoup plus en profondeur en fait et mettre en lien après ce qu'on a vu au début de la vidéo avec les données par rapport aux internautes qui ont navigué sur notre site. Voilà, de voir en fait quelles sont les pages qui sont problématiques, ou est-ce que les temps moyens sont les plus faibles, est-ce qu'il y a des pages avec un taux de rebond qui est au-delà de la moyenne du site. Tout ça il faudrait mettre en lumière. Bon voilà, on arrive à la fin de la vidéo, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi jusque là, j'espère que tous les points que j'ai énoncés vont pouvoir vous aider à réaliser un audit sur votre propre site. N'hésitez pas à aller dans la description, je vous ai mis une checklist SEO sur Google Sheet pour que vous puissiez voilà, utiliser les différents points qu'on a vus. J'ai ajouté aussi d'autres choses, d'autres éléments pour vous aller un petit peu plus en profondeur. Je vous ai mis aussi voilà, mon article de blog en fait, pour savoir comment faire un bon audit SEO, et ici vous retrouverez aussi encore plus d'informations pour aller encore plus loin, pour comprendre à chaque fois pourquoi tel ou tel élément est important. Et si vous souhaitez déléguer votre audit, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravi de collaborer avec vous. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ma vidéo, et je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo sur le SEO. À bientôt.